à propos de dispositif Gilles de Robien. Dans quelques instants, nous serons avec Claudie Girose et peut-être avec Gilles de Robien. Claudie Girose est là, bonjour. Bonjour, Vous êtes la présidente de l'association de défense des investisseurs et mandataires. C'est cette association qui estime donc que 29 000 investisseurs sont pour beaucoup ruinés ou surendettés après avoir s'être lancés dans un dispositif de Robien. C'est bien ça ? Tout à fait, je pense même que le nombre est certainement beaucoup plus important. Moi, je ne parle que des lettres d'appel au secours que j'ai reçues. Des personnes ne connaissent même pas le nom de l'association et ne savent même pas à qui s'adresser. Donc je pense que le nombre va être croissant dans les mois à venir. Alors qu'est-ce qui leur est arrivé à ces 29 000 personnes ? Alors, ces 29 000 personnes ont eu différentes problématiques, mais qui se rejoignent toutes. Donc, certains ont eu la totale, d'autres ont eu une partie des problèmes. Alors déjà, je tiens quand même à faire part de ce que je pense de la loi Robien, bien cette loi existe quand même depuis 83. Donc, c'est vrai que le pauvre monsieur Robien a eu son nom entaché par tous les problèmes actuels qui ne sont pas de son fait du tout. La loi était bien faite. Je pense qu'il a modifié la loi justement pour qu'elle soit appliquée et mieux appliquée. La seule chose que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu un manque de surveillance de l'application de cette loi, qui était une loi qui était vraiment très bien faite pour permettre aux gens de pouvoir donc faire des économies d'impôts et pouvoir se construire une retraite complémentaire, pouvoir éventuellement donc améliorer leur futur. Bien par contre, ce qu'il s'est passé, c'est que certains promoteurs, je dis bien certains, ont galvaudé cette loi et l'ont appliquée de façon un petit peu même beaucoup cupide. Donc ils ont jeté le discrédit sur les promoteurs sérieux et dignes de confiance. Je ne voudrais pas qu'on fasse un amalgame de la totalité des promoteurs. Il y a de nombreux promoteurs pour lesquels il n'y a aucun problème. Par contre, il y a une quinzaine de promoteurs qui sont en permanence, donc pour lesquels en permanence on reçoit des plaintes. Alors vous restez avec nous, Claudie Girose. Lionel est là au 32-16. Bonjour Lionel. Oui, bonjour. Lionel, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine. Vous êtes nombreux, conseiller gestion patrimoine à nous écouter. Vous êtes en Dordogne. Oui, c'est ça, à Périgueux. Oui, on vous écoute Lionel. Voilà, donc moi j'ai fait partie de certains cabinets en tant que commercial, entre guillemets, puisque c'était même pas des conseillers, c'était des commerciales avec qui donc on présentait des programmes et des appartements d'un promoteur spécifique. Et donc, en fait, c'est purement aussi des méthodes commerciales au bout d'un moment, c'est-à-dire que les clients achètent des appartements, ils savent que pour 150 ou 200 euros par mois, ils peuvent investir dans le neuf, alors qu'ils n'ont jamais investi dans l'immobilier, donc pour eux, c'est une première démarche. Et par manque d'information, ils investissent dans des lieux où il n'y a pas du tout une réalité économique qui peut faire que l'emplacement soit bon et viable sur du long terme. Moi, je suis en Dordogne, il y a des villes comme Bergerac, par exemple, qui ont été sinistrées en termes de logements neufs. Mais au bout d'un moment, il y a aussi différents intermédiaires, c'est-à-dire qu'il y a les pouvoirs publics, il y a les promoteurs, il y a les commerciaux et il y a aussi les clients, c'est-à-dire que chacun a aussi sa part de responsabilité au bout d'un moment. Alors il y a des bons promoteurs, mais il y a aussi des promoteurs qui réalisent des résidences avec 180 logements, qui se ressemblent tous, et en face, il y a encore une résidence où il y a 250 logements, donc au bout d'un moment, ça ne se loue pas. Si ça ne se loue pas, ça ne va pas intéresser des investisseurs, donc ça ne va pas se revendre, donc les prix vont baisser, les clients n'ont pas de loyer, ils ont leurs intérêts d'emprunt qui ont été financés, ils ont leurs échéances de prêt qui arrivent, et au final, ils sont pris à la gorge. Il y en a même qui sont obligés de revendre leur résidence principale pour arriver à rembourser leur investissement immobilier. Ouais. Alors Claudie Girose, justement à propos de cette loi Robien, est-ce que vous pensez aussi qu'il y a une forme de négligence? C'est ce que nous disait ce matin Gilles de Robien. Il y a des gens qui achètent sans même aller voir où ils achètent et ce qu'ils achètent. Alors, c'est exact, mais il faut tenir compte, si vous voulez, de la méthodologie de vente de certains promoteurs. Les vrais promoteurs agissent comme des promoteurs, ont des commerciaux qui proposent à la vente un bien. Quand on vous propose à la vente un bien, que faites-vous? Vous allez vous renseigner sur le prix au mètre carré dans la ville, sur le prix même du quartier et sur les possibilités locatives. Or, les promoteurs, je n'ai pas peur de citer leur nom puisqu'ils reviennent de façon récurrente. Vous avez Omnium Finance, vous avez Akeris, vous avez Adomos, vous avez IFB, vous avez Prestige Finance, etc. Bien, je parle de ces promoteurs, je parle d'un promoteur en particulier pour lequel j'ai travaillé, j'ai honte de le dire, mais je le dis quand même.
J'ai donc vendu des produits et à la livraison de ces produits, j'ai découvert ce qu'on peut appeler le pot aux roses, c'est-à-dire la méthodologie de vente est absolument fantastique. Elle est très bien faite, mais au détriment de l'investisseur. Par exemple, c'est quoi la mécanique dans laquelle il ne faut pas tomber? La mécanique, c'est qu'en fait, vous ne proposez pas un bien, pas du tout. Vous proposez une économie d'impôts. Et évidemment, les personnes qui payent même très peu d'impôts se disent le peu, je vais l'économiser. La cerise sur le gâteau, c'est qu'il n'y a aucun apport personnel à faire, ni en termes d'hypothèque, ni en termes de frais bancaires. Donc la personne se dit, j'achète en fait une économie d'impôt. Cette économie d'impôt va me permettre d'agrandir quelque peu mes économies, de les faire fructifier et dans 9 ans, de doubler peut-être la mise, ou alors de conserver le bien qui est vraiment présenté comme subsidiaire à l'autre bout de la planète et de pouvoir donc faire face à une retraite qui paraît diminuer d'année en année. Donc, si vous voulez, cette personne a affaire à des vendeurs qui ne sont pas des vendeurs d'immobilier, qui sont des vendeurs de tout et de rien, c'est-à-dire qu'en fait, ces vendeurs, et j'en ai fait partie, on leur a mis dans la tête une méthodologie de vente qui consiste à ne parler du bien que de façon très subsidiaire. C'est un support immobilier pour pouvoir défiscaliser. Et en plus, il vous est implanté aussi dans le cerveau que ce soit de toute façon à Lille, à Bordeaux, à Marseille ou dans le Larzac, c'est le montant de l'achat du bien qui va être calculé pour défiscaliser votre impôt, ce qui est complètement exact. Au demeurant, l'investisseur, comme certains vendeurs qui ne sont pas du métier, occulte complètement que ce bien, il est peut-être placé dans une zone A comme dans une zone C. Ouais. Au demeurant, dans une zone A, vous avez des quartiers chauds où le prix est nettement inférieur au prix du reste de la ville. Et puis en zone C, où vous vous retrouvez dans des lieux où il n'y a aucun locataire possible. Donc alors, vous avez beaucoup de malfaçons. Vous avez certaines résidences classées HLM. Alors qu'ils sont vendus grand standing. Vous avez donc le monsieur que vous avez eu avant moi, Lionel, vous a parlé donc de prêts. Bon, les prêts sont effectivement souvent à taux capé, mais faussement capé. Capé, ça veut dire quoi là en français? Capé, c'est un taux qui est cliqué à la hausse. C'est-à-dire que si vous avez un prêt qui vous est proposé à 3%, il est capé à plus 2 ou moins 2 ou plus 1 et moins 1. C'est-à-dire que il ne peut pas dépasser plus 2. Si l'indice monte, alors je vous dirai pas l'indice parce qu'il y en a plusieurs, il se passe que le prêt évidemment monte avec. D'accord. Or, au-dessus de, par exemple, 1, si vous avez un prêt à 3, au-dessus, c'est-à-dire qu'arrivé à 4, il se clique, c'est-à-dire qu'il devient un taux fixe